Une femme millionnaire surprend son employé en train de déjeuner sous la pluie et, lorsqu'elle apprend pourquoi, elle est bouleversée. Avant de commencer, sachez que votre présence compte beaucoup pour nous. N'hésitez pas à nous dire bonjour et à nous indiquer d'où vous nous écoutez, si vous le souhaitez. La pluie d'octobre martelait le sol et les baies vitrées du 42e étage de Sterling Industries. Chaque goutte était une petite explosion contre le verre immaculé. Victoria Sterling, 29 ans et possédant plus de milliards qu'elle ne pourrait en dépenser en 10 vies, se tenait dos à la table de conférence en acajou où 12 cadres attendaient dans un silence nerveux. Ses talons. Louboutin claquait sur le marbre italien tandis qu'elle faisait les 100 pas, son tailleur Armani sur mesure ondulant comme une ombre fluide. « Expliquez-moi », dit-elle d'une voix tranchante comme une lame. « Comment nous avons perdu 40 millions de dollars en un seul trimestre ?» Le directeur financier s'éclaircit la gorge. « Madame Sterling, la volatilité du marché en Asie du Sud-Est, arrêtez !» Elle tourna ses yeux bleus glaciers vers lui, le figant au milieu de sa phrase. « Je ne veux pas d'excuses, je veux des solutions. » Son téléphone vibra. Une autre crise, un autre incendie à éteindre. C'était sa vie, des déjeuners d'affaires qui coûtaient plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens. Des réunions du conseil d'administration qui façonnaient des industries, des décisions qui affectaient des milliers d'employés qu'elle ne rencontrerait jamais. Le bureau d'angle avec sa vue panoramique sur Manhattan était son royaume et elle le dirigeait avec la même efficacité froide que son père lui avait enseigné avant sa mort, 5 ans auparavant. « La réunion est levée », annonça-t-elle soudainement en saisissant son téléphone. « Je veux les projections révisées sur mon bureau à 6 heures. » Les cadres se dispersèrent comme des oiseaux effrayés. Victoria resta à la fenêtre, regardant la pluie ruisseler sur la vitre, déformant la ville en dessous en une peinture impressionniste de lumières et d'ombres. Son reflet la regardait en retour. Maquillage parfait, cheveux parfaits, vie parfaite. Tout était exactement comme il devait être. Son assistante frappa doucement à la porte. « Madame Sterling, votre rendez-vous de 14 heures est annulé. La tempête a paralysé la majeure partie du centre-ville. » « Très bien. Je vais déjeuner. Dois-je appeler Roberto's ou peut-être le Four Seasons ? » « Non. » Victoria attrapa son parapluie Hermès. « J'ai besoin d'air. » L'ascenseur réservé aux cadres descendit dans un silence feutré, passant devant les étages où travaillaient les abeilles ouvrières qu'elle employait mais ne voyait jamais. La comptabilité au 37e, le marketing au 28e, la maintenance et les installations au sous-sol. L'armée invisible qui faisait tourner son empire pendant qu'elle orchestrait tout depuis les étages supérieurs. Elle sortit par les portes tournantes du hall d'entrée et se retrouva face à la fureur de la tempête. La pluie s'abattit immédiatement, mais son parapluie tint bon, tel un bouclier de soie noire contre le chaos. Elle aurait dû laisser son chauffeur la conduire dans un endroit civilisé, chaud et sec, où l'eau coulait dans des verres en cristal et non des nuages en colère. Mais quelque chose la poussa à avancer, à passer le contrôle de sécurité, à contourner le bâtiment pour se rendre à la zone de chargement, une partie de son propre bâtiment qu'elle n'avait jamais vue. La pluie était plus forte ici, tambourinant sur les auvents métalliques et s'accumulant dans des flaques huileuses qui reflétaient le ciel gris. C'est alors qu'elle le vit. Marcus Chen était assis sur une caisse renversée à côté des poubelles, penché sur quelque chose posé sur ses genoux. Pas de parapluie, pas d'imperméable. Son uniforme de maintenance, bleu marine avec le logo de Sterling Industries, était trempé et collait à ses larges épaules. De l'eau coulait de ses cheveux noirs sur son visage anguleux, mais il ne semblait ni le remarquer, ni s'en soucier. Victoria s'arrêta, ses talons de créateur soudainement instables sur le béton mouillé. Elle le connaissait vaguement, Marcus Chen, 34 ans, d'après le dossier des ressources humaines qu'elle avait signé le mois dernier. Superviseur de maintenance, sous-sol, 5 ans dans l'entreprise, évaluation de performance solide, jamais manqué un jour. Mais le voir ici comme ça était différent de lire le rapport sur l'employé Tiger 4462. Il était en train de manger. C'était pour cela qu'il était penché en avant. Un récipient en plastique était posé en équilibre sur ses genoux. Une fourchette allait mécaniquement du récipient à sa bouche. La pluie diluait le contenu du récipient, le transformant en soupe. Chaque bouchée était prudente, délibérée, comme s'il savourait un repas gastronomique plutôt qu'un triste déjeuner noyé dans l'eau de pluie. « Excusez-moi », s'entendit dire Victoria. Marcus leva les yeux et leurs regards se croisèrent à travers le quai de chargement. Des yeux bruns rencontrant des yeux bleus. Son visage ne trahissait aucune surprise, aucune gêne,
Aucune hâte de se lever, de s'incliner ou de reconnaître son statut. Il la regarda simplement, la pluie coulant sur ses joues comme des larmes. Madame Sterling. Il hocha une fois la tête, puis reprit son repas. Elle aurait dû partir. Elle aurait dû s'éloigner et oublier cette étrange rencontre. Mais quelque chose dans son acceptation calme de la misère qui l'entourait, la pluie, le froid, la solitude, la paralysait. « Que faites-vous? Vous déjeunez ?» Sa voix était grave, stable, sans le claquement de dents auquel elle s'attendait de la part d'une personne trempée jusqu'aux os. Sous la pluie? Oui. Pourquoi? Il prit une autre bouchée. Il mâcha lentement, avala. C'est mon heure de déjeuner. Victoria sentit la colère monter en elle. Une colère irrationnelle, inattendue. Nous avons une cafétéria. 3, en fait, avec des tables, des chaises et un toit. Je sais. Alors pourquoi? Elle désigna la scène. La benne à ordures, les flaques d'eau, la misère grise de tout cela. Marcus posa sa fourchette et la regarda à nouveau. Vraiment, il la regarda. Elle se sentit soudain exposée, malgré son parapluie, malgré son armure de soie et de cachemire. Il y avait quelque chose dans ses yeux, pas exactement de la pitié, mais une sorte de compréhension patiente qui la faisait se sentir comme une enfant faisant une crise parce qu'elle avait cassé son jouet. « La cafétéria coûte 8 $ pour le déjeuner », dit-il simplement. « Ça, dit-il en soulevant le récipient, ça ne coûte rien, ce sont des restes de chez moi. Vous ne pouvez pas vous permettre 8 $? La question resta en suspens entre eux, tranchante et irréfléchie. Victoria voulut immédiatement la retirer, mais il était trop tard. Les mots étaient désormais prononcés. Preuve du fossé entre son monde et le sien. Marcus sourit. Il sourit vraiment, et cela transforma son visage. « Je peux me permettre beaucoup de choses, Madame Sterling. Je choisis simplement de ne pas les acheter. » Il se remit à manger, la rejetant plus efficacement que n'importe quel jeu de pouvoir auquel elle avait jamais assisté dans une salle de réunion. Victoria resta là, la pluie tambourinant sur son parapluie, regardant cet homme manger son déjeuner dilué dans l'eau avec la dignité d'un roi à un festin. « Vous allez attraper une pneumonie, dit-elle finalement. « Pas encore. C'est inacceptable. Vous mangez sous la pluie comme un... » Elle se retint avant de dire quelque chose d'impardonnable. Comme quoi, sa voix ne trahissait aucune provocation, seulement de la curiosité. Comme un animal, avait-elle failli dire, comme quelque chose d'abandonné et d'oublié. Cette pensée lui noua l'estomac. « J'augmente l'allocation repas du service maintenance, » annonça-t-elle. « À compter de maintenant, aucun employé de Sterling Industries ne devrait avoir à manger dans ces conditions. » Marcus leva à nouveau les yeux. Et cette fois, il y avait comme de la tristesse dans son regard. « C'est gentil de votre part, mais cela ne changera rien. » Bien sûr que si. Si c'est une question d'argent, l'argent n'est jamais seulement de l'argent, Madame Sterling. Il referma le récipient vide et se leva. Même trempé et frissonnant, il avait une certaine prestance. Grand, les épaules larges, ses mouvements étaient prudents et délibérés. « Merci de votre sollicitude. Je devrais retourner au travail. » Il passa si près d'elle qu'elle sentit l'odeur de la pluie, du savon industriel et d'autres choses. De la détermination peut-être, ou de la résignation. Elle se retourna pour le regarder s'éloigner. Cet homme étrange qui préférait la faim sous la pluie, au chaud et au confort. « Marcus, dit-elle. » Il s'arrêta, mais ne se retourna pas. « Pourquoi ?» demanda-t-elle à nouveau. « Vraiment? Pourquoi vous infligez cela ?» Ses épaules se soulevèrent et s'abaissèrent dans un soupir qui semblait porter le poids de secrets. Parce que certaines choses sont plus importantes que de rester au sec. Puis il disparut. Il s'évanouit dans l'entrée de service, laissant Victoria seule avec la pluie et le couvercle d'un récipient qu'il avait laissé tomber, flottant dans une flaque d'eau comme un petit bateau perdu en mer. Elle resta là longtemps après son départ, son monde parfait lui semblant soudain aussi fragile que son parapluie en soi face à la tempête. De retour à son bureau, elle essaya de se concentrer sur ses feuilles de calcul et ses projections, mais son esprit revenait sans cesse au quai de chargement, à ses yeux bruns qui ne craignaient pas son pouvoir, à ses mains prudentes qui tenaient un déjeuner pathétique comme s'il était précieux, à cette pluie qui coulait sur un visage qui souriait alors qu'il avait toutes les raisons de froncer les sourcils. Elle appela son assistant. « Trouvez le dossier de Marcus Chen. Maintenance. Y a-t-il un problème, Madame Sterling ?» Victoria regarda la ville, les millions de personnes qui menaient une vie qu'elle n'avait jamais comprise. « Je ne sais pas encore. » Le dossier arriva en quelques minutes. Un dossier d'employé standard. Rien de remarquable. Adresse dans le Queens, aucun conjoint répertorié, aucun contact d'urgence à l'exception d'un cabinet d'avocats, ce qui était étrange.
un salaire qui couvrait à peine son budget hebdomadaire en vin, 5 ans d'assiduité parfaite, des évaluations exemplaires et pas une seule demande d'augmentation. Mais entre les lignes des données, Victoria vit l'homme sous la pluie qui préférait la faim à l'aide et se demanda quel genre de fierté ou d'objectif pouvait pousser quelqu'un à de tels extrêmes. Son père lui avait appris que l'argent était synonyme de pouvoir, que la richesse était synonyme de sécurité, que le succès signifiait ne jamais être vulnérable. Marcus Chen, qui avait choisi de manger sous la pluie, remettait en question tout ce qu'elle croyait savoir. Cette nuit-là, elle rêva de pluie, de conteneurs vides et d'yeux bruns qui voyaient à travers son armure jusqu'aux espaces vides en dessous. Elle se réveilla à 3 heures du matin, se rendit à sa fenêtre et regarda les lumières de la ville. Quelque part, Marcus Chen dormait probablement, avait probablement froid, préparait probablement un autre déjeuner triste pour le lendemain. Cette pensée n'aurait pas dû la déranger. Elle employait des milliers de personnes, ne pouvait pas toutes les sauver, ne pouvait pas se soucier de toutes. Mais elle n'arrêtait pas de penser à son sourire lorsqu'il avait dit « L'argent n'était pas seulement de l'argent ». Et elle entendait encore sa voix lui dire que certaines choses importaient plus que de rester au sec. Quelle chose? Qu'est-ce qui pouvait bien avoir autant d'importance? Victoria Sterling, qui valait des milliards, debout dans son penthouse en pyjama de soie, se rendit compte qu'elle n'avait pas de réponse. Et pour la première fois dans sa vie parfaitement contrôlée, cela la terrifia. L'enquête commença comme tous les projets de Victoria, avec une efficacité impitoyable et des ressources illimitées. À 8 heures le lendemain matin, elle avait réuni une équipe discrète, son avocat personnel, un détective privé et son assistant le plus fidèle. La salle de conférence du 39e étage avait été libérée de son emploi du temps habituel. Les stores étaient baissés et des agents de sécurité étaient postés à l'extérieur. « Je veux tout savoir sur Marcus Chen », annonça-t-elle en faisant glisser son dossier personnel sur la table. Où il va après le travail, ce qu'il fait de son argent, pourquoi un homme qui a un emploi stable choisit de manger sous la pluie plutôt que d'acheter son déjeuner. Son avocat, David Rothman, ajusta ses lunettes. « Madame Sterling, je dois vous avertir qu'enquêter sur un employé sans motif valable pourrait nous exposer à… Je n'enquête pas sur lui en tant qu'employeur. » Victoria se dirigea vers la fenêtre, son reflet fantomatique dans la lumière grise du matin. « J'enquête sur lui en tant que partie concernée. » Ils échangèrent un regard. Victoria Sterling ne s'intéressait pas aux préoccupations. Elle s'occupait de prises de contrôle hostiles, de marges bénéficiaires et d'acquisitions stratégiques. Mais la voilà qui perdait le sommeil à cause des habitudes alimentaires d'un employé d'entretien. « Que cherchons-nous exactement ?» demanda l'enquêteur. Victoria pensa à ses yeux bruns, à ce sourire patient, à cette dignité face à la misère. La vérité, quoi qu'il cache, je veux savoir. 48 heures plus tard, ils reçurent leur premier rapport. Victoria était assise seule dans son bureau, lisant les 50 pages de notes de surveillance et de documents financiers. Chaque révélation était plus déroutante que la précédente. Marcus Chen vivait dans un immeuble délabré à Flushing. Un appartement d'une chambre, 500 pieds carrés, loyer réglementé à $600 par mois. Il prenait le métro pour aller au travail, la ligne 7 bondée de navetteurs serrés les uns contre les autres. Il possédait 3 uniformes de travail, 2 paires de chaussures et une Toyota Corolla vieille de 10 ans qu'il conduisait rarement. Mais les documents financiers racontaient une autre histoire. « Il gagne $48 000 par an », expliqua David en étalant les relevés bancaires sur son bureau. Après impôts, cela représente environ $31 000. Son loyer s'élève à $700 par an. Les charges, le téléphone, les dépenses de base, peut-être encore $5 000. Il lui reste donc près de $19 000. Victoria fit rapidement le calcul. Où va cet argent? C'est là que cela devient intéressant. David sortit une autre série de documents. Chaque mois, avec une régularité d'horloge, il retire de l'argent liquide. Les montants varient, mais la moyenne est d'environ $1 500. Pas de carte de crédit, pas d'achats importants, pas de compte d'épargne, pas de jeu d'argent. C'est ce que nous pensions, mais la surveillance montre qu'il rentre directement chez lui après le travail. Pas de casino, pas de bookmaker, pas de rencontres suspectes. Victoria prit une photo de surveillance. Marcus dans une épicerie, comparant soigneusement les prix, achetant des marques génériques, comptant sa monnaie. Ce n'était pas un homme qui gaspillait son argent dans des vices, c'était un calcul délibéré. Il y a plus, a poursuivi David. Rappelez-vous le cabinet d'avocats indiqué comme contact d'urgence. Wallace & Associates, ils sont spécialisés dans un domaine, la garde des enfants et le droit de la famille. Victoria a senti un poids froid s'installer dans son estomac. Il est divorcé,
Il se bat pour la garde de ses enfants. Aucun mariage enregistré, aucune demande de divorce, aucun enfant répertorié nulle part. Alors pourquoi? Son téléphone a sonné. La voix de l'enquêteur est étendue. « Madame Sterling, vous devez voir ça ce soir. Pouvez-vous vous rendre à une adresse à Brooklyn ?» 3 heures plus tard, Victoria était assise à l'arrière de sa Bentley, regardant la pluie ruisseler sur les vitres tandis qu'ils roulaient dans des rues inconnues. Brooklyn s'étendait autour d'eux. Pas les quartiers branchés avec leurs cafés artisanaux et leurs hôtels-boutiques, mais les quartiers oubliés où les lampadaires cassés créaient des flaques d'obscurité et où les façades des bâtiments s'effritaient comme de vieux os. « Voilà », dit son chauffeur en se garant le long du trottoir. Le bâtiment était peut-être autrefois une école, ou peut-être une petite usine. 3 étages de briques délavées et de fenêtres condamnées, à l'exception du rez-de-chaussée où une lumière chaude se déversait à travers des vitres propres. Une pancarte peinte à la main était accrochée à la porte. « Maison Sainte-Catherine ». Qu'est-ce que cet endroit? L'enquêteur sortit de l'ombre. Il avait relevé le col de son manteau pour se protéger de la bruine. Officiellement, rien. Il n'existe dans aucun registre municipal. Pas de licence, pas de permis, pas de financement public. Alors quoi? Regarde. Une camionnette banale et sans inscription s'est arrêtée. La porte latérale s'est ouverte et des enfants en sont sortis en courant. 5, 6, 7, âgés de 6 ans à l'adolescence. Ils ont couru sous la pluie vers le bâtiment, riant et se bousculant, leur cartable rebondissant sur leur dos. Puis Marcus sortit du siège conducteur. Victoria retint son souffle. Il semblait différent ici, plus léger en quelque sorte, malgré la pluie qui collait ses cheveux à son front. Il dit quelque chose qui fit rire les enfants encore plus fort, puis aida la plus petite à descendre du van et la hissa sur ses épaules. Chaque jour, dit doucement l'enquêteur, il va les chercher dans différentes écoles de la ville, des écoles publiques qui ne posent pas trop de questions sur leur adresse ou leur tuteur, des enfants placés en famille d'accueil. Non, ces enfants n'existent pas dans le système. Pas de numéro de sécurité sociale, pas de dossier officiel, ce sont des fantômes. Victoria regarda Marcus porter la petite fille à l'intérieur, regarda la porte se refermer sur la vie secrète qui existait derrière. Combien? Notre décompte? 47 enfants. Si ce moment vous a également bouleversé, laissez un « j'aime » afin que cette histoire touche davantage de personnes. 8 adultes qui s'occupent d'eux. Ils vivent ici, dorment ici, mangent ici. C'est un orphelinat pleinement fonctionnel qui, techniquement, n'existe pas. C'est illégal, extrêmement illégal. Les services de protection de l'enfance le fermeraient en un clin d'œil. Les enfants seraient dispersés dans le système, les adultes arrêtés. L'enquêteur alluma une cigarette, les mains légèrement tremblantes. « J'ai vu beaucoup de choses dans ce métier, Madame Sterling, mais ces enfants ne sont pas abandonnés. Ils sont cachés, protégés. Quelqu'un fait d'énormes efforts pour les garder hors du système. Et Marcus, voyez par vous-même. » Il lui tendit une tablette sur laquelle on pouvait voir des images granuleuses provenant d'une caméra de sécurité située de l'autre côté de la rue. Elle fit défiler des heures d'enregistrement, regardant Marcus arriver chaque soir vers 18h30, l'aidant à faire ses devoirs, servant le dîner, jouant au basket dans la petite cour, le regardant border les enfants dans leur lit, le visage adouci par une affection qu'elle ne lui aurait jamais imaginée. Il fait cela depuis 5 ans, poursuivit l'enquêteur. Depuis qu'il a commencé à travailler chez Sterling Industries, chaque centime qu'il économise est consacré à cet endroit. Nourriture, vêtements, soins médicaux, fournitures scolaires. Ces 1 500 $ par mois permettent à cet endroit de fonctionner. Victoria sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. L'homme qui mangeait des restes froids sous la pluie nourrissait 47 enfants. L'employé qui ne demandait jamais d'augmentation élevait des enfants que le monde avait oubliés. « Je dois entrer. Madame Sterling, je vous déconseille fortement de… » Mais elle était déjà sortie de la voiture, la pluie lui fouettant le visage comme des accusations glaciales. Elle avait troqué ses le-boutons contre des chaussures plates plus pratiques, son Armani contre un simple manteau. Mais elle se sentait encore trop habillée pour la rue. Ce moment, cette révélation. La porte était fermée à clé, mais elle pouvait entendre des voix à l'intérieur, des rires d'enfants, des conversations d'adultes, le cliquetis de la vaisselle, les sons normaux d'une vie anormale. Elle appuya sur la sonnette. Des pas. La porte s'entr'ouvrit, maintenue par une chaîne. Le visage d'une femme apparut, la cinquantaine, les cheveux grisonnants, le regard méfiant. « Nous sommes fermés. Je dois parler à Marcus Chen. » Les yeux se plissèrent. « Il n'y a personne ici qui porte ce nom. S'il vous plaît, je suis une amie. »« Madame, nous ne vous connaissons pas et Marcus n'a pas d'amis qui portent des manteaux à 1 000 $.
Victoria toucha son manteau, gênée. Même en essayant de s'habiller simplement, elle avait échoué. « Dites-lui que Victoria Sterling est là. Dites-lui que je suis au courant pour la pluie. » Le visage de la femme pâlit. La porte se referma brusquement. Victoria entendit des voix pressantes à l'intérieur, des bruits de pas qui couraient. Elle attendit, la pluie trempant son manteau, se demandant s'il détruisait des preuves ou planifiait des voies d'évasion. Puis la chaîne cliqueta et Marcus apparut. Il avait l'air épuisé, le genre de fatigue profonde qui vient du fait de travailler à plein temps et de rentrer ensuite chez soi auprès de 47 enfants. Son uniforme d'entretien avait disparu, remplacé par un jean et un pull avec une œuvre d'art peinte sur le devant, composée d'empreintes de mains brillantes et désordonnées. Madame Sterling. Sa voix était calme, mais elle vit la peur dans ses yeux. Pas pour lui-même, mais pour ceux qui se trouvaient derrière lui, ce qu'elle avait désormais le pouvoir de détruire. Puis-je entrer ? Il s'écarta sans un mot. Le hall d'entrée avait été transformé en vestiaire. Des rangées de petits crochets supportaient des imperméables et des sacs à dos. Les dessins des enfants recouvraient tous les murs. Des bonhommes allumettes, du soleil, « Je t'aime Marcus » et des gribouillis au crayon. La pièce principale s'ouvrit devant elle et Victoria s'arrêta, submergée par l'émotion. C'était à la fois le chaos, la beauté et le déchirement. Partout, des enfants faisaient leurs devoirs sur de longues tables, jouaient à des jeux de société sur des tapis usés ou lisaient dans des coins confortables, aménagés avec des coussins donnés. L'espace avait été divisé par des rideaux et des étagères en plusieurs petites zones. Une salle de classe improvisée, un coin bibliothèque, une aire de jeu pour les plus jeunes. Tout était vieux, rapiécé, maintenu par du ruban adhésif et de l'espoir, mais tout était propre, organisé, aimé. Les enfants levèrent les yeux à son entrée, interrompant leur conversation en plein milieu d'une phrase. 47 paires d'yeux, de toutes les couleurs et de toutes les formes, unis dans la lassitude. Ce n'étaient pas les enfants placés en famille d'accueil, au visage radieux des brochures caritatives. C'étaient des survivants, prématurément vieillis, reconnaissant la menace comme les animaux reconnaissent les prédateurs. « Tout va bien », dit Marcus doucement. « C'est une amie du travail. Retournez tous à ce que vous faisiez. » Ils obéirent. Mais l'atmosphère détendue avait disparu. Victoria sentait leur attention la suivre, tandis que Marcus la guidait à travers la pièce, devant des chambres remplies de lits superposés, devant une cuisine où des casseroles industrielles mijotaient sur des cuisinières anciennes. Son bureau était un placard reconverti, à peine assez grand pour accueillir un bureau et 2 chaises. Il ferma la porte et ils se retrouvèrent face à face, séparés par des piles de factures et de manuels scolaires usagés. Il dit alors « Vous savez, je sais que vous hébergez 47 enfants sans papier dans un établissement illégal. » Il tressaillit, mais soutint son regard. « C'est ce que vous voyez ? Que devrais-je voir ?» Marcus prit un dessin au crayon sur son bureau. Un bonhomme avec des cheveux noirs tenant la main de personnages plus petits sous un arc-en-ciel. Je vois Jenny, qui a vu sa mère mourir d'une overdose et qui fait des cauchemars sur les foyers d'accueil qui l'ont exploitée comme main-d'œuvre gratuite. Je vois Louise, dont les parents ont été expulsés et qui a vécu dans les tunnels du métro pendant 3 mois avant que nous la trouvions. Je vois Aïcha, qui s'est enfuie de son 5e foyer d'accueil à cause des enfants plus âgés. Il s'est arrêté, serrant les mâchoires. Marcus, chaque enfant ici a une histoire qui vous briserait le cœur, Madame Sterling. Le système les a laissés tomber. Pire encore, le système les a pourchassés. Certains sont sans papier. Certains ont des parents qui ont perdu leur garde, mais qui n'ont jamais cessé de les aimer. Certains fuient des situations qui font passer la pluie pour un paradis. Il posa le dessin avec précaution, comme s'il était précieux, ce que Victoria comprit qu'il était. Il y a 5 ans, j'ai trouvé 2 enfants qui dormaient derrière notre immeuble. Des frères de 8 et 10 ans qui mangeaient dans nos poubelles. J'ai essayé d'appeler les services sociaux, mais ils se sont enfuis. Je les ai suivis jusqu'ici. Cet endroit était vide à l'époque, condamné. 15 enfants vivaient comme des animaux, prenant soin les uns des autres parce que personne d'autre ne le faisait. Sa voix avait un poids qui serra la gorge de Victoria. Je ne pouvais pas m'en aller. J'ai commencé à apporter de la nourriture, des couvertures, tout ce que je pouvais me permettre. Mais d'autres enfants continuaient d'arriver. La nouvelle s'est répandue dans l'ombre. Il existe un endroit sûr, des adultes qui n'appellent pas les autorités, qui ne séparent pas les frères et sœurs et n'exigent pas de papier. Il a ri amèrement. Avant même de m'en rendre compte, je dirigeais un orphelinat, moi qui peux à peine prendre soin de moi-même. Victoria l'a imaginé en train de manger sous la pluie et a compris que chaque dollar économisé représentait un repas pour ses enfants.
Chaque moment d'inconfort qu'il endurait leur apportait chaleur et sécurité. Les autres, les adultes, ils sont comme moi. Des gens qui sont tombés là par hasard et qui ne peuvent plus partir. Sarah est une enseignante à la retraite. Thomas est un ambulancier qui les soigne au noir. Maria a perdu son propre fils et canalise son chagrin en aimant des enfants qui n'ont personne. Il croisa son regard. Nous enfreignons une douzaine de lois. Mais ce qui est légal n'est pas toujours ce qui est juste. Et la durabilité. Vous ne pouvez pas continuer ainsi indéfiniment avec un salaire d'agent d'entretien. Je sais, ses aveux semblaient l'avoir vieilli. Chaque mois est une lutte. Chaque coup à la porte pourrait être les autorités. Chaque enfant malade est une crise, car nous ne pouvons pas aller à l'hôpital sans susciter de questions. Mais quelle est l'alternative? Les laisser retourner dans la rue? Regarder le système détruire des familles dont le seul crime est d'être pauvre, étrangère ou indésirable? Victoria se rassit, l'esprit en ébullition. Elle avait bâti un empire en tirant parti des situations, en trouvant des angles, en maximisant les opportunités. Mais cela dépassait son expertise. C'était une question de cœur, alors qu'elle ne s'intéressait qu'au profit. « Pourquoi n'avez-vous pas pris l'argent de la cafétéria ?» demanda-t-elle soudainement. Lorsque j'ai proposé d'augmenter l'allocation repas, Marcus a souri tristement. Parce que la charité s'accompagne de conditions, même lorsqu'elle est bien intentionnée. Vous auriez voulu savoir pourquoi j'étais reconnaissant. D'autres l'auraient remarqué et auraient posé des questions. L'attention est la dernière chose dont ces enfants ont besoin. Il fit un geste vers le bureau exigu. Nous survivons grâce à notre invisibilité. Dès que nous sommes vus, nous sommes finis. Alors pourquoi m'avoir laissé entrer? Parce que vous saviez déjà. Parce que vous avez le pouvoir de nous détruire d'un simple coup de fil. Parce qu'il s'est interrompu, l'observant de ses yeux bruns patients. Parce que me voir manger sous la pluie vous a suffisamment dérangé pour creuser aussi profondément. Cela signifie que vous êtes soit la plus grande menace à laquelle nous ayons jamais été confrontés, soit le miracle pour lequel j'ai prié. Le mot resta suspendu entre eux. Miracle. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de ce voyage. La décision que Victoria va prendre va tout changer. Victoria Sterling avait été qualifiée de bien des façons, mais jamais ainsi. Elle pensa à son appartement terrasse aux pièces vides, à ses comptes en banque qui pouvaient tout acheter sauf un but, à sa vie parfaite qui lui semblait soudain aussi vide qu'un sac à main de créateur sans rien à l'intérieur. « Montrez-moi », s'entendit-elle dire. « Montrez-moi tout. Laissez-moi comprendre. » Une lueur d'espoir brilla dans ses yeux, rapidement réprimée. Pourquoi? Pourquoi, en effet? Parce qu'elle avait bâti un empire sur le travail des autres, tandis que cet homme avait bâti une famille sur son propre sacrifice. Parce qu'elle avait passé des années à accumuler des richesses, tandis qu'il les avait passées à accumuler de l'amour. Parce qu'elle avait 29 ans et venait de réaliser qu'elle n'avait jamais rien fait qui comptait. Parce que certaines choses comptent plus que de rester au sec, dit-elle, reprenant ses mots sous la pluie. Marcus l'étudia longuement, puis se leva. « Allez, le dîner est dans 20 minutes, et les enfants vont se révolter si nous sommes en retard. » Elle le suivit dans la pièce principale, où régnait un chaos contrôlé. Des enfants dressaient la table, d'autres remuaient des casseroles. Des adolescents aidaient les plus jeunes à se laver les mains. C'était la famille dans sa forme la plus pure, désordonnée, bruyante, imparfaite, réelle. « Écoutez tous », appela Marcus. Le bruit s'atténua mais ne disparut pas. Il y avait trop de vie ici pour qu'il y ait jamais vraiment de silence. Voici mademoiselle Victoria. Elle va se joindre à nous pour le dîner. 47 pères d'yeux se tournèrent à nouveau vers elle, toujours méfiants, mais désormais curieux. La petite fille de la camionnette, celle que Marcus avait portée, s'approcha avec l'intrépidité des tout-petits. « Tu es la petite amie de Marcus ?» Des rires éclatèrent. Marcus rougit. Victoria sentit ses joues s'empourprer. « Non, ma chérie, je suis... » Qu'était-elle? Pas sa patronne. Cette relation avait changé au point d'être méconnaissable. Pas son amie. Elle ne savait pas comment être cela. « Je suis juste quelqu'un qui veut t'aider. » La fillette réfléchit à cela avec le sérieux d'une enfant de 6 ans. « Tu sais cuisiner? Pas vraiment. Tu sais lire des histoires? Oui? D'accord. Tu peux rester. » Et c'est ainsi que Victoria Sterling fut acceptée dans la famille la plus étrange et la plus belle dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence. Elle aida à servir le dîner. Des spaghettis avec une sauce à base de tomates données, du pain de la veille offert par un boulanger compatissant, une salade un peu maigre mais assaisonnée avec amour. Elle s'assit entre un enfant de 10 ans qui lui parla de son projet scientifique et un adolescent qui la regardait avec une profonde méfiance.
Les portions étaient simples et soigneusement mesurées pour que tout le monde ait assez à manger. Mais en regardant ses enfants manger, partager, rire et être normaux pendant ce moment, Victoria comprit pourquoi Marcus avait préféré la faim au confort. Son estomac vide signifiait qu'ils avaient le leur bien rempli. Sa pluie froide signifiait qu'ils avaient un abri chaud. Après le dîner, elle aida à faire la vaisselle. Ses mains manucurées plongèrent dans l'eau savonneuse à côté de jumeaux de 8 ans qui chantaient des chansons de vaisselle. Elle lut des histoires aux plus jeunes avant de les coucher, la voix brisée lorsqu'ils se blottirent contre elle comme si elle était leur refuge, leur foyer. À 22 heures, le bâtiment était calme. Les enfants étaient couchés dans des lits qui avaient peut-être été achetés d'occasion, mais qui regorgeaient de peluches, et se souhaitaient une bonne nuit à voix basse. Les adultes se rassemblèrent dans la cuisine, épuisés, mais se détendant autour d'un café instantané. « Alors Sarah, dit sans détour l'enseignante à la retraite, tu comptes nous dénoncer ?» Victoria enroula ses doigts autour de sa tasse, sentant sa chaleur. « Non. Alors quoi ? Quoi, en effet ?» Elle regarda Marcus, qui n'avait pas beaucoup parlé pendant le dîner, mais dont la présence était omniprésente. Une main sur une épaule ici, une correction douce là, le centre de gravité de cette famille impossible. Je veux aider. Thomas, l'ambulancier, rit durement. « Madame, nous avons besoin d'environ 1 million d'aides différentes. Vous comptez adopter 47 enfants, nous obtenir un statut légal, agiter une baguette magique et faire en sorte que le monde se soucie des enfants abandonnés ? Je ne peux pas changer le système, admit Victoria. Mais j'ai des ressources, de l'argent, des relations. Il doit bien y avoir un moyen de... » Maria l'interrompit. « De nous rendre légitimes. Dès que nous remplissons les papiers, ils dispersent ces enfants aux 4 vents. Différents foyers, différents états, des frères et sœurs séparés, certains expulsés, d'autres perdus à jamais dans la bureaucratie. Ses yeux étaient remplis d'un amour protecteur. Nous avons survécu pendant 5 ans en restant invisibles. Qu'est-ce qui vous fait croire que votre argent peut réparer ce qui ne va pas dans le monde ? C'était une question légitime. Victoria avait passé sa vie à croire que l'argent pouvait tout régler. Mais en regardant autour d'elle dans cette cuisine les personnes qui avaient tout donné pour des enfants qui n'étaient même pas légalement les leurs, elle se demanda si elle s'était trompée sur tout ce qui comptait. « Je ne sais pas, dit-elle honnêtement, mais je sais que voir Marcus manger sous la pluie a changé quelque chose en moi. Je sais que ces enfants méritent mieux que de se cacher. Je sais que vous êtes tous des héros, mais les héros ne devraient pas avoir à agir seuls. » Le silence s'installa. Les adultes échangèrent des regards lourds de toutes ces années de lutte commune. Finalement, Marcus prit la parole. « Il y a peut-être un moyen, pas pour légitimer. C'est impossible, mais pour protéger, pour subvenir aux besoins, pour garantir que si quelque chose arrive à l'un d'entre nous, les autres puissent continuer. » Il regarda Victoria. « Mais cela nécessiterait la confiance des deux côtés. Et la confiance est la seule chose que nous ne pouvons pas nous permettre de donner librement. Alors laissez-moi la mériter. » Ces mots venaient du plus profond d'elle-même, d'un endroit réel. Donnez-moi une chance de prouver que tous ceux qui ont du pouvoir ne l'utilisent pas pour nuire. Un autre long silence s'installa, puis Sarah soupira. « Que Dieu me vienne en aide. Mais je la crois. Peut-être parce que je suis vieille et fatiguée, ou peut-être parce que je vois dans ses yeux élégants quelque chose qui me rappelle pourquoi je suis devenue enseignante au départ. » Les autres acquiescèrent un à un, pas avec enthousiasme, pas sans réserve, mais avec le genre d'espoir désespéré qui surgit quand on a nagé à contre-courant pendant si longtemps. Même un radeau de sauvetage problématique semble être le salut. « Il y a autre chose, » dit Marcus doucement. « Quelque chose que vous devriez savoir avant de vous engager. » Il semblait soudain épuisé, plus vieux que ses 34 ans. Une de ses enfants. Elle n'est pas n'importe quelle orpheline. Victoria sentit l'atmosphère changer, sentit les secrets peser sur les murs. Elle s'appelle Emma. Elle a 13 ans et elle est... Il s'interrompit, lutta, reprit. « Ce n'est pas à moi de raconter cette histoire, mais si vous voulez vous impliquer, vous devez tout savoir, même les détails qui pourraient vous faire fuir. » « Je ne vais pas fuir. » Marcus scruta son visage, à la recherche de quelque chose. Ce qu'il trouva le fit hocher lentement la tête. « Demain, c'est samedi. Revenez demain matin. Il y a quelqu'un que vous devez rencontrer. » Il se leva, signalant la fin de la soirée. « Mais ce soir, rentrez chez vous. Réfléchissez à ce que vous avez vu. Car une fois que vous saurez tout, il n'y aura plus de retour en arrière possible pour aucun d'entre nous. » Victoria sortit par la même porte qu'elle était entrée, mais rien ne lui semblait plus pareil. La pluie avait cessé, laissant des flaques qui reflétaient les lampadaires comme des étoiles brisées.
Sa Bentley l'attendait, le moteur ronronnant, prête à la ramener à son penthouse, à ses draps de soie, à sa perfection vide. Mais pour la première fois de sa vie, elle ne voulait pas partir. Elle regarda en arrière vers l'immeuble, vers les lumières chaleureuses aux fenêtres, vers les ombres des gens qui nettoyaient et vérifiaient une dernière fois que les enfants allaient en bien. Une famille unie par la volonté, le sacrifice et un amour courageux qui risquait tout juste pour exister. « Madame », dit son chauffeur, « où allez-vous » Victoria pensa à Marcus qui mangeait sous la pluie, choisissant chaque jour les autres plutôt que lui-même. Elle pensa aux 47 enfants qui vivaient en marge, aimés passionnément par des gens qui n'avaient rien à gagner et tout à perdre. Elle pensa à Emma, 13 ans, spéciale d'une certaine manière, porteuse de secrets qui pourraient la pousser à fuir. « À la maison », dit-elle. Mais ce mot lui semblait désormais étranger, car elle commençait à comprendre que la maison n'avait rien à voir avec les maisons en papier, mais tout à voir avec le choix de rester quand rester devenait difficile. Demain, elle reviendrait. Demain, elle rencontrerait Emma et apprendrait la vérité que Marcus ne pouvait pas dire. Demain, elle commencerait le processus compliqué qui consistait à utiliser son pouvoir pour quelque chose qui comptait vraiment. Mais ce soir, elle resterait éveillée à penser à ses yeux bruns qui voyaient au-delà de l'argent pour trouver un sens, à ses enfants qui chantaient des chansons de lavage, à cette étrange alchimie qui transformait le sacrifice en amour. Victoria Sterling, milliardaire, pensait posséder le monde. Mais Marcus Chen, mangeant sous la pluie, lui avait montré qu'elle n'avait jamais possédé quoi que ce soit qui vaille la peine d'être possédé. Le samedi matin arriva gris et hésitant, à l'image de l'humeur de Victoria alors qu'elle se tenait devant la maison de Sainte-Catherine à 9h pile. Elle avait à peine dormi, son esprit tournant en rond entre les possibilités, les probabilités et la certitude grandissante que sa vie s'était divisée en un avant et un après. Avant qu'elle ne voie Marcus sous la pluie, et après, quand tout ce qu'elle croyait savoir s'est effondré comme des fondations coûteuses, la porte s'est ouverte avant qu'elle n'ait pu frapper. Sarah se tenait là, les cheveux gris tirés en arrière, vêtue d'un tablier déjà taché par la préparation du petit déjeuner. « Il est dans la cour », dit-elle simplement. « Avec Emma ?» Victoria suivit les bruits de voix à travers le bâtiment, passa devant les enfants déjà plongés dans les dessins animés du samedi matin, passa devant la cuisine où des bénévoles préparaient le déjeuner. La cour était petite, entourée par le bâtiment sur 3 côtés et par une haute clôture sur le 4e. Des paniers de basket étaient suspendus à chaque extrémité, et un petit jardin luttait pour survivre dans des plates-bandes surélevées. Marcus était assis sur un banc face à une adolescente qui tournait le dos à Victoria. Même de dos, Emma attirait l'attention. Sa posture dégageait une énergie contenue, des murs élevés et épais. Ses cheveux noirs tombaient sur ses épaules, et lorsqu'elle gesticulait, ses mouvements étaient brusques, défensifs. Je ne vois pas pourquoi elle a besoin de savoir quoi que ce soit. Nous nous en sommes très bien sortis pendant 5 ans sans elle. La voix de Marcus était douce mais ferme. Nous en avons parlé. Non, vous en avez parlé. J'ai écouté. Il y a une différence. Victoria avait dû faire du bruit, car tous deux se retournèrent. L'air quitta ses poumons dans un souffle. Emma avait ses yeux. Le même bleu glacier qui la regardait depuis 29 ans dans le miroir. La même forme, la même façon de se plisser lorsqu'elle était méfiante, mais tout le reste était différent. Des pommettes plus saillantes, une peau plus foncée, une bouche qui semblait avoir oublié comment sourire. Marcus se leva lentement. « Emma, voici, je sais qui elle est. » La voix d'Emma était neutre, maîtrisée. Victoria Sterling, PDG de Sterling Industries. Fortune estimée à environ 8,7 milliards de dollars. La plus jeune femme milliardaire autodidacte selon Forbes depuis 3 ans consécutifs. Son sourire était une lame. Et aussi ma mère biologique. Le mot resta suspendu dans l'air comme une grenade dont la goupille avait été retirée. Les genoux de Victoria menacèrent de fléchir. Elle s'agrippa au cadre de la porte, son esprit remontant le temps. 13 ans. 14 ? Non, cela devait faire 14 ans. Elle aurait eu 15 ans à l'époque. C'est impossible, s'entendit-elle dire. Emma rit d'un rire dur et entendu. C'est vrai, car Victoria Sterling n'aurait jamais eu 15 ans et était enceinte. Elle n'aurait jamais commis l'erreur de tomber dans le piège des jolis mensonges de son professeur de tennis. Elle n'aurait jamais signé de papier dans une clinique privée pendant que son père s'indignait de la réputation et de l'avenir ruiné. Chaque mot était un coup précis, des faits que personne ne devait savoir, ne pouvait savoir. Car Charles Sterling s'était assuré, à coups d'avocat, d'accords de confidentialité et d'argent, d'enterrer l'erreur d'une adolescente effrayée qui croyait que l'amour signifiait plus qu'une simple transaction. Comment ?
La voix de Victoria était étranglée. « Comment je le sais ?» Emma se leva, et mon Dieu, elle était grande pour ses 13 ans, tout en angle et en défi. Ou comment se fait-il que je sois ici, au lieu d'être avec la famille parfaite du Connecticut, où ton père t'a dit que j'étais partie ? Elle sortit un téléphone et fit défiler des photos. Incroyable ce que les avocats spécialisés dans l'adoption gardent dans leur dossier. Encore plus incroyable ce qu'ils admettent lorsqu'ils sont mourants et se sentent coupables. La photo montrait des documents, des papiers d'adoption avec la signature de Victoria, tremblante et jeune, un certificat de naissance avec le nom de la mère caviardée, mais la date correspondait, l'heure correspondait, tout correspondait au pire jour de son adolescence. Andrew Morrison, continua Emma d'un ton clinique, comme un médecin légiste. L'avocat de ton père, un cancer du pancréas de stade 4. Il m'a trouvé il y a 2 ans. Il m'a tout raconté avant de mourir. Comment l'adoption a échoué à la dernière minute. Comment la famille de secours a changé d'avis. Comment j'ai fini dans le système. De foyer d'accueil en foyer d'accueil. Chacun pire que le précédent. Son sourire était terrible. Comment mon grand-père a payé cher pour s'assurer que je reste perdu. Victoria s'est effondrée sur un banc. Son jean de marque frotté contre le bois éclaté. Mon père a dit que tu étais allé dans une bonne famille. Il a dit que tu aurais tout, les meilleures écoles, le meilleur. Il a menti. La voix d'Emma s'est brisée un instant avant de se durcir à nouveau. Mais c'est ce que font les Sterling, n'est-ce pas ? Mentir, partir et laisser les autres nettoyer leurs dégâts. Emma a averti Marcus doucement. Quoi ? Elle voulait savoir. Maintenant, elle sait. Emma s'est retournée vers Victoria, l'observant avec ses yeux familiers. Il y a 5 ans, j'ai dépassé l'âge limite de mon dernier foyer d'accueil. À 12 ans, j'étais déjà trop difficile à gérer pour que quiconque veuille de moi. J'avais entendu parler de cet endroit, de Marcus et des autres qui accueillaient des enfants comme moi. Ceux qui étaient trop vieux, trop en colère, trop brisés pour que le système s'en soucie encore. Elle se rassit soudainement, affichant ses 13 ans. Il ne savait pas qui j'étais. Il ne connaît toujours pas toute l'histoire. Ici, je suis Emma Chen, juste une autre enfant abandonnée qui a eu la chance de trouver des gens qui se soucient vraiment d'elle. Chen ? Victoria regarda Marcus. Elle utilise ton nom. La plupart le font, dit Marcus doucement. Pour les inscriptions scolaires, les visites chez le médecin quand on peut les organiser. C'est plus facile que d'expliquer pourquoi 47 enfants ont 47 noms de familles différents et aucun tuteur légal. L'esprit de Victoria avait du mal à assimiler tout cela. Sa fille était vivante ici, élevée par l'homme qu'elle avait vu manger sous la pluie. C'était cosmiquement impossible. Quelle cruelle ironie qu'elle avait engagé la personne qui protégeait ce qu'elle avait abandonné. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ? Elle s'arrêta, puis réessaya. Quand tu as su qui j'étais, pourquoi n'as-tu rien dit ? Le rire d'Emma était vieux, fatigué. Et dire quoi ? Salut maman, tu te souviens du bébé que tu as abandonné ? Surprise, je suis maintenant la protégée de ton concierge. À quoi cela aurait-il servi ? Tu as fait ton choix il y a 14 ans. Marcus a fait le sien il y a 5 ans. Le sien est le seul qui compte. La vérité l'a frappé comme des coups physiques. Chaque mot prononcé par Emma portait en lui des années de souffrance que Victoria avait causées en signant ses papiers, en croyant aux mensonges de son père, en ne remettant jamais en question ce qui était réellement arrivé à la petite fille qu'elle avait tenue dans ses bras pendant exactement 3 minutes avant que l'infirmière ne l'emmène. « J'avais 15 ans, dit Victoria, détestant à quel point cela semblait faible. Mon père était un salaud qui se souciait plus de sa réputation que de sa petite fille. Je le sais. Morrison m'a tout raconté sur Charles Sterling et ses plans parfaits qui n'incluaient pas un bébé métis ruinant l'image de la famille. La voix d'Emma était empreinte de venin et de douleur à parts égales. Mais tu n'as pas eu 15 ans toute ta vie. Tu as eu 18 ans, 21 ans, 25 ans. Tu as bâti ton empire et tu ne t'es jamais demandé ce qu'était devenu l'erreur que tu avais laissée derrière toi. Victoria voulait le nier, mais la vérité pesait lourdement sur sa poitrine. Elle avait enfoui cette douleur si profondément qu'elle s'était fossilisée, transformée en pierre sur laquelle elle avait bâti son succès. Chaque réussite, chaque étape importante avait pour but de prouver à son père qu'il avait tort, de lui montrer qu'elle pouvait réussir malgré son erreur. Mais elle n'avait jamais, pas une seule fois, essayé de retrouver l'enfant qu'elle avait abandonné. « J'ai pensé à toi », dit-elle finalement. Chaque 15 mai, ton anniversaire, je me demandais à quoi tu ressemblais, si tu étais heureuse. Le 18 mai, Emma la corrigea sévèrement. Tu ne te souviens même pas de la bonne date. Un autre coup dur, un autre échec. Victoria s'était accrochée à la mauvaise date pendant 13 ans.
Elle allumait des bougies dans son esprit pour un enfant qui avait déjà franchi cette étape 3 jours auparavant. Je vois que tu reconnais l'ironie. Emma continua. Implacable. Tu as embauché Marcus il y a 5 ans, juste au moment où il a commencé à s'occuper de ta fille abandonnée. Tu as signé ses chèques de paie pendant qu'il les utilisait pour me nourrir, pendant qu'il m'aidait à faire mes devoirs que tu n'as jamais vus, pendant qu'il me tenait dans ses bras pendant les cauchemars dont tu n'as jamais eu connaissance. Sa voix se brisa à nouveau. Juste un peu, alors qu'il devenait le parent que vous n'avez jamais pris la peine d'être. Marcus s'est alors approché et a posé une main protectrice sur l'épaule d'Emma. Ce geste était si naturel, si clairement issu d'innombrables moments similaires, que Victoria a senti quelque chose se briser dans sa poitrine. Cet homme, cet employé, qu'elle avait à peine remarqué, avait élevé sa fille pendant qu'elle bâtissait son empire à l'étage au-dessus de son bureau en sous-sol. « Ça suffit, Emma », dit Marcus doucement. Elle ne savait pas. L'ignorance n'est pas l'innocence. Mais Emma se pencha vers lui, une partie de son combat s'évanouissant. « Je ne t'ai pas dit toute la vérité non plus, Marcus. À propos de qui était ma mère, j'avais peur. » Elle s'arrêta, déglutit difficilement. « J'avais peur que tu me regardes différemment, comme si j'étais sa responsabilité, pas la tienne. » « Hé !» Marcus la fit se tourner vers lui. « Tu es ma fille. Vous êtes tous mes enfants. La biologie n'y change rien. Les mères riches n'y changent en rien. Rien n'y change quoi que ce soit. » La simple certitude dans sa voix, la conviction absolue firent que Victoria se sentit plus petite qu'elle ne l'avait jamais été. Il y avait là un amour sans condition, sans transaction, sans profit. Il y avait là ce qu'elle n'avait jamais appris à donner ou à recevoir. « Je veux aider », dit Victoria, répétant les mêmes mots que la veille, mais avec une connotation différente. « Je veux quoi ? Être ma mère. » Le mur d'Emma se referma brusquement. « Il est trop tard pour ça, avec 14 ans de retard. M'acheter des choses. Je n'ai pas besoin de ton argent. Me donner ton nom. J'en ai un meilleur. » Elle se leva brusquement. « Tu veux aider Marcus et les autres ? Très bien. Ils en ont besoin. Mais ne prétends pas que c'est pour moi. Nous savons toutes les deux que les Sterling ne s'occupent pas de leur famille. Ils s'occupent de leurs affaires. » Elle s'éloigna, le dos droit, son message clair. Victoria la regarda partir. Cette étrangère qui portait ses yeux. Cet enfant qu'elle avait mis au monde mais qu'elle n'avait jamais élevé. « Elle est en colère », dit Marcus inutilement. « Elle a tout à fait le droit de l'être. » Ils s'assirent en silence, regardant les plus jeunes enfants affluer dans la cour, attirés par la promesse de la liberté du samedi. Un petit garçon courut vers Marcus en babillant à propos d'une dent qui bougeait. Marcus l'examina solennellement. Il lui promit que la petite souris le trouverait même ici. La magie désinvolte de ce geste, la facilité avec laquelle il passait de la protection d'Emma à la célébration de petits événements marquants, en apprenait plus à Victoria sur l'amour que toute sa vie ne lui avait enseigné. « Dis-moi, dit-elle, dis-moi ce que j'ai manqué, dis-moi qui elle est. » Otissia Akimoe. Marcus soupira et se rassit sur le banc. Brillante, effrayante, intelligente. Elle lit à un niveau universitaire, fait des calculs mathématiques dans sa tête qui me donnent mal à la tête. Elle serait major de promotion si elle allait dans une école qui tenait correctement ses registres. Il sourit tristement, mais aussi avec colère, méfiance et protection envers les plus jeunes, comme si elle était leur garde du corps personnel. Elle fait des cauchemars, moins maintenant qu'à son arrivée, mais quand même. Des cauchemars à propos de quoi ? Il serra les mâchoires. Des familles d'accueil qui l'utilisaient comme main-d'œuvre gratuite. Un foyer où les garçons plus âgés. Il s'arrêta, les mains crispées. Elle se défendait. Elle se défend toujours. C'est ce qui lui a valu d'être étiquetée comme problématique, inadaptée au placement. Le système n'aime pas les enfants qui ne se brisent pas correctement. Victoria sentit la nausée monter. Pendant qu'elle dormait dans du coton égyptien, sa fille luttait contre des prédateurs. Pendant qu'elle concluait des accords qui façonnaient des industries, Emma apprenait que le monde n'offrait aucun accord aux filles comme elle. Elle nous a trouvés quand elle avait 12 ans. Marcus continua. Elle est arrivée en plein hiver, en janvier, à moitié gelée, avec des bleus qu'elle refusait d'expliquer, un sac poubelle contenant ses affaires et des yeux qui en avaient trop vu. Il a fallu 3 mois avant qu'elle ne nous parle, 6 mois avant qu'elle ne me laisse la serrer dans mes bras, 1 an avant qu'elle ne sourie, qu'elle sourit vraiment. Pas ce sourire faux qu'elle affiche quand elle prépare quelque chose. Elle prépare quelque chose ? Il a gloussé, les surprenant tous les deux. Votre fille a un esprit stratégique qui terrifierait la plupart des PDG. Elle a organisé les enfants plus âgés en un réseau. Ils veillent les uns sur les autres dans la rue, recrutent ceux qui ont besoin d'aide, partagent des informations sur les foyers d'accueil à éviter. Elle dirige en fait un réseau clandestin pour les enfants abandonnés. Et elle a 13 ans.
Victoria ressentit une grande fierté, inattendue et imméritée. Sa fille était brillante, stratégique, protectrice. Tout ce que Charles Sterling avait essayé de faire perdre à Victoria. Mais Emma avait appris ses leçons dans des écoles plus difficiles que les internats suisses. « Elle ne me pardonnera pas », dit Victoria. Ce n'était pas une question, peut-être pas. Le pardon est compliqué quand la survie est votre seule préoccupation. Marcus regardait un groupe d'enfants organiser un match de basket, mais elle vous a laissé rester hier. Elle t'a laissé la voir aujourd'hui. Emma ne fait rien sans raison. Elle prépare quelque chose. Quoi ? Si je devais deviner, je dirais qu'elle est en train de décider si tu es un atout ou une menace. Si ton argent et ton pouvoir peuvent aider les autres enfants, ou si tu vas détruire ce que nous avons construit ici. Il se tourna vers elle. Elle protège sa famille. La seule question est de savoir si elle décidera que tu peux en faire partie. La famille. Ce mot qui, chez les Sterling, évoquait les réunions du conseil d'administration et les opas hostiles. Ce mot qui, ici, évoquait les dîners partagés, les histoires avant de se coucher et le choix de rester le ventre vide pour que les enfants puissent que manger. Que dois-je faire ? Marcus se leva et lui tendit la main pour l'aider à se relever. Arrête d'essayer d'être sa mère. Essaie plutôt d'être quelqu'un qui vaut la peine d'être connu. Reviens demain, et après-demain, et le jour suivant. Viens quand c'est difficile de venir. Aide sans te mettre en avant. Aime sans attendre d'être aimé en retour. Ses yeux bruns reflétaient à la fois de la patience et un défi. Sois la personne que tu aurais voulu avoir dans ta vie à 15 ans, effrayée et enceinte. Sois l'adulte qu'Emma méritait d'avoir il y a 14 ans. Cela semblait impossible. Cela semblait être tout. Elle te mettra à l'épreuve, l'avertit-il. Elle appuiera sur tous les boutons, trouvera toutes tes faiblesses. Elle a survécu en lisant dans les pensées des gens et elle te lira comme l'un de ses manuels universitaires. Quand elle trouvera ce qui te brise, et elle le trouvera, c'est là que tu décideras si cela vaut la peine de rester. Victoria pensa à son père, à la façon dont il l'avait mise à l'épreuve avec une cruauté déguisée en préparation au monde réel. Comment il l'avait brisée et reconstruite à son image, froide, calculatrice, rentable. Emma la mettrait également à l'épreuve, mais pas pour créer une autre Sterling. Elle la mettrait à l'épreuve pour voir s'il restait quelque chose d'humain sous les milliards. « Je serai là demain », dit Victoria. « À 6h30, répondit Marcus. Nous servons le petit déjeuner à 7h et les enfants deviennent grincheux s'ils sont en retard. Elle se retourna pour partir, puis se retourna. Marcus, merci d'avoir pris soin d'elle quand je ne l'ai pas fait, d'avoir été... Sa voix se brisa. D'avoir été tout ce que je n'étais pas, répondit-il en haussant les épaules, mal à l'aise face à sa gratitude. Je me suis juste montré. Parfois, c'est tout ce qu'il faut. Se montrer quand tout le monde s'en va. Victoria repartit par le même chemin qu'elle avait emprunté à son arrivée. Mais le bâtiment lui semblait différent à présent. Ce n'était plus seulement un refuge pour enfants oubliés, mais un dépôt de ses échecs, un monument aux choix faits dans la peur et vécus dans l'ignorance. Quelque part à l'intérieur, sa fille était probablement en train de discuter d'elle avec les autres enfants, pesant les risques et les avantages comme la Sterling qu'elle n'avait jamais voulu être. Le trajet du retour lui parut interminable, son chauffeur restant silencieux tandis qu'elle regardait la ville défiler. 14 ans d'absence, 5000 jours pendant lesquels Emma avait affronté le monde seule, tandis que Victoria n'avait affronté que son ambition. Le calcul était simple et dévastateur. Dans son appartement terrasse, elle se rendit dans son bureau, devant le coffre-fort dissimulé derrière le tableau abstrait que son décorateur avait choisi. À l'intérieur, sous les certificats d'action et les titres de propriété, se trouvait une petite boîte qu'elle n'avait pas ouverte depuis plus de 10 ans. Ses mains tremblaient lorsqu'elle souleva le couvercle. Un bracelet d'hôpital, incroyablement petit. Une photo prise par une infirmière qui avait enfreint les règles. Un nouveau-né au visage rouge et aux yeux surprenants. Un certificat de naissance, l'original avant que l'avocat ne le modifie avec le nom qu'elle avait chuchoté pendant ses 3 minutes de maternité. Emma Joy Sterling. Joy. Elle avait nommé sa fille Joy, puis l'avait condamnée à une vie qui n'en contenait aucune. Victoria s'effondra dans son fauteuil de bureau, serrant contre elle ces fragments d'un choix qui lui avait semblé si inévitable à 15 ans. Son père se tenait debout devant elle, lui expliquant que le bébé allait tout gâcher. Ses études, son avenir, la réputation de la famille, les promesses qu'Emma serait mieux dans une famille stable, avec 2 parents, des avantages que Victoria ne pouvait lui offrir. « Tu pourras avoir d'autres enfants plus tard », avait dit Charles Sterling, « quand tu seras prête, quand ce sera approprié. Celui-ci est une erreur. Nous allons corriger cela. » Comme si Emma était une faute de frappe plutôt qu'une personne.
Victoria prit son téléphone, fit défiler ses contacts remplis de noms puissants, d'alliés influents, de personnes qui pouvaient façonner les lois et contourner les règles, mais aucun d'entre eux ne pouvait remonter le temps. Et abandonner une fille, effacer 14 ans d'absence. Elle pensa à Marcus, patient et constant, choisissant chaque jour l'amour plutôt que le confort. Elle pensa à Emma, brillante et en colère, qui avait survécu à ce qui aurait dû la détruire. Elle pensa aux 47 enfants qui avaient besoin de plus que le sacrifice d'un seul homme pouvait leur offrir. Demain, elle se présenterait à 6h30 pile. Elle servirait le petit déjeuner et accepterait tous les tests qu'Emma lui ferait passer. Elle gagnerait sa confiance cuillère après cuillère, jour après jour, jusqu'à ce que peut-être, elle mérite d'être plus que la femme qui avait rejeté sa fille. Victoria Sterling avait bâti un empire sur les cendres des attentes de son père. Mais Marcus Chen, mangeant sous la pluie, lui avait montré que les empires ne signifiaient rien comparé au fait d'être présent quand il était difficile d'être présent. Et Emma Chen, sa fille à tous égards, sauf celui qui comptait, lui apprendrait si un Sterling pouvait apprendre à être humain après tout. Le dimanche arriva avec détermination. Victoria se tenait à l'entrée à 6h25, tenant des sacs remplis de fruits frais, de lait entier et d'œufs provenant d'un marché bio. Elle avait troqué ses vêtements de marque contre un jean et un pull, attaché ses cheveux en queue de cheval et laissé ses bijoux dans le coffre-fort de l'appartement terrasse. Marcus ouvrit la porte, l'air surpris. « Tu es en avance. J'ai apporté des provisions. » Elle souleva les sacs. « J'ai pensé que je pourrais aider à préparer le petit déjeuner. » Il la conduisit à la cuisine où Maria était déjà à l'œuvre. Ses gestes étaient efficaces malgré l'heure matinale. La femme plus âgée jeta un coup d'œil aux provisions, puis à Victoria. « Les œufs doivent être battus. Les bols sont sur le comptoir. Pas de salutations, pas de référence aux révélations de la veille. Juste du travail à faire. » Victoria posa les sacs et trouva le bol, cassant les œufs avec des mains qui avaient signé des contrats d'1 million de dollars, mais qui n'avaient jamais préparé le petit déjeuner pour 47 enfants. Emma apparut dans l'embrasure de la porte et s'arrêta net en voyant Victoria. « Tu es revenue. J'avais dit que je reviendrais. Les gens disent beaucoup de choses. » Emma attrapa un tablier et se dirigea vers Maria pour l'aider avec une aisance acquise par l'habitude. Dire et faire sont deux choses différentes. Elles travaillèrent dans un silence intense, la cuisine se remplissant de l'odeur des œufs brouillés et des toasts. D'autres bénévoles arrivèrent. Thomas vérifiait ses fournitures médicales. Sarah revoyait ses plans de cours. Tout le monde avait un rôle, un but, sauf Victoria, qui tâtonnait avec des tâches simples. « Les œufs brûlent », fit remarquer Emma. Victoria retira la poêle du feu, sauvant ce qu'elle pouvait. Sa fille l'observait avec ses yeux familiers, cataloguant chaque erreur. « Je peux faire autre chose », dit Victoria. « Je n'ai pas besoin de cuisiner. Comme quoi, les prises de contrôle hostiles, les marges bénéficiaires. » La voix d'Emma était pleine de sarcasme, très utile pour les orphelins. L'avertissement de Marcus vint de derrière eux. « Je veux aider. » Elle voulait savoir ce qu'elle pouvait faire. Emma se retourna vers Victoria. « Tu sais tresser les cheveux, lire des histoires sans regarder ton téléphone, jouer à des jeux qui n'impliquent pas de portefeuille boursier. » Chaque question était une pique. Un test. Victoria croisa le regard de sa fille. « Je peux apprendre. » 3 semaines passèrent dans une routine prudente. Victoria arrivait chaque matin un peu plus tôt. Elle apprenait le rythme de cette étrange famille. Elle brûlait les œufs, sauvait les toasts, découvrait qu'elle savait faire des tresses si quelqu'un d'autre commençait. Elle lisait des histoires avec différentes voix, jouait au Monopoly avec des enfants qui comprenaient trop bien l'immobilier, tenait dans ses bras des enfants en pleurs dont elle ne pouvait effacer les cauchemars. Emma observait tout cela, distante mais attentive. Elle testait. « Pourquoi continues-tu à venir ?» demanda-t-elle un soir alors qu'elle rangeait après le dîner. Victoria a envisagé de mentir, de donner des réponses faciles. Au lieu de cela, parce que je n'y suis pas venue pendant 14 ans, parce que Marcus avait raison. Parfois, tout ce que nous pouvons faire, c'est être présent. Et quand tu t'ennuies, quand ta vraie vie t'appelle, c'est ça, la vraie vie. Victoria a fait un geste vers la salle à manger en désordre. Tout le reste me semble faux maintenant. Emma l'a observé longuement. Il y a quelque chose que tu devrais savoir à propos de l'argent. L'argent de Marcus. Où il va vraiment. Elle conduisit Victoria au bureau de Marcus, sortit des dossiers cachés derrière des manuels scolaires, des factures médicales, des frais juridiques, des détectives privés. « Il ne fait pas que nous nourrir », expliqua Emma. « Il recherche des parents qui ont été expulsés,
des frères et sœurs perdus dans le système, des proches qui pourraient nous accueillir s'ils savaient que nous existons. Ils dépensent tout pour réunir les familles, même si cela signifie nous perdre. Victoria fixa les reçus, la documentation minutieuse d'un amour qui a lâché prise. Il essaie de retrouver vos familles avec succès. Parfois, il a perdu 3 enfants l'année dernière, 2 chez une tante au Mexique, 1 chez des grands-parents qui les cherchaient depuis des années. La voix d'Emma trahissait à la fois la fierté et la douleur. Il célèbre chaque réunion, puis pleure après leur départ. « Voulez-vous que Victoria arrête ? Cherche-t-il votre père ?» Emma rit, d'un rire aigu et amer. « Un professeur de tennis qui a séduit une fille de 15 ans ? Non merci. Marcus est mon père à tous les égards, sauf les autres. Ils méritent leur vraie famille si ces familles les méritent. De vraies familles. » Cette phrase faisait mal parce qu'elle était vraie. Ce n'était pas la biologie qui faisait la famille, c'était le fait d'être présent. Et Marcus avait été présent tous les jours pendant 5 ans, tandis que Victoria n'avait été présente que pendant 3 semaines. Il y a plus. Emma a dit que le propriétaire de l'immeuble était décédé le mois dernier. Ses enfants veulent vendre. Nous avons 60 jours avant l'expulsion. Le test. Victoria l'a immédiatement compris. Emma lui présentait un problème que l'argent pouvait résoudre, pour voir si elle allait y mettre le prix comme n'importe quel autre sterling. « Combien ?» a demandé Victoria. Les yeux d'Emma ont brillé. 3,2 millions en espèces. C'est un bien immobilier à Brooklyn. Même les immeubles abandonnés coûtent une fortune. Victoria a rapidement fait le calcul. Elle pouvait facilement se le permettre. Elle pouvait faire le virement dès le lendemain, tout résoudre d'un simple trait de plume. Emma l'a regardé réfléchir, attendant la solution sterling. « Non !» dit Victoria. Emma cligna des yeux. « Non. Acheter le bâtiment ferait de moi votre propriétaire. Cela me donnerait un pouvoir sur vous. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Alors de quoi s'agit-il » Victoria croisa le regard de sa fille, leur regard commun. Il s'agit d'apprendre que certaines choses sont plus importantes que de rester au sec. Il s'agit de comprendre que Marcus a choisi la faim pour que vous puissiez manger. Il s'agit de prouver que les sterling peuvent apprendre à être humains. Joli mot. La vie d'expulsion s'en moquera. Non, mais la fondation Sterling pourrait s'en soucier. Victoria sourit devant la surprise d'Emma. Une fondation caritative. Mon père l'a créée à des fins fiscales. Il ne l'a jamais utilisée pour faire réellement de la charité. Elle dispose de 50 millions en sommeil. Nous pourrions la restructurer. Faire de Sainte-Catherine une organisation caritative légitime, qui ne m'appartienne pas, mais appartienne à un conseil d'administration. Marcus, Sarah, les autres, une protection juridique sans moi comme propriétaire. Emma la fixa du regard. Tu abandonnerais le contrôle. J'abandonnerais tout pour gagner le droit de te connaître. Les mots restèrent suspendus entre eux, bruts et vrais. Les murs soigneusement construits par Emma se fissurèrent légèrement. « Je te détestais », murmura-t-elle. Chaque anniversaire dans un nouveau foyer d'accueil. Chaque fois que quelqu'un me posait des questions sur mes parents. Chaque nuit, je me demandais ce qui n'allait pas chez moi pour que ma propre mère m'ait abandonné. « Rien », répondit Victoria avec véhémence. « Il n'y avait rien qui n'allait pas chez toi. Tout n'allait pas bien chez moi. » Elle se tenait dans le petit bureau de Marcus, entourée des preuves de son sacrifice. Et Victoria vit le moment où Emma fit son choix. Pas le pardon qui ne viendrait peut-être jamais, mais quelque chose de plus petit et de plus grand. La possibilité d'un nouveau départ. « La fondation pourrait fonctionner », dit Emma avec prudence. « Mais il y a des conditions. Nomme-les. Tu ne prends pas de décision seule. Tu ne peux pas passer outre Marcus ou les autres. Tu te présentes tous les jours pendant 1 an avant d'avoir le droit de voter sur quoi que ce soit d'important. » Emma leva le menton. « Et tu apprends le nom de chacun, leur histoire, pourquoi ils sont importants. Fini la charité anonyme. Tu veux aider ? Tu apprends qui tu aides. » Marché conclu. Emma tendit la main. Pas d'étreinte, pas de pardon, juste une poignée de main professionnelle entre sterling. Mais sa poigne était ferme. Et pour la première fois, elle regarda vraiment Victoria. « Je ne t'appellerai pas maman. Tu ne l'as pas mérité. Peut-être un jour. » Emma se retourna pour partir. Elle s'arrêta. « Victoria, merci d'être revenue. » Elle partit avant que Victoria n'ait pu répondre. À travers la fenêtre, le lever du soleil peignait Brooklyn de nuances dorées et de possibilités. Quelque part dans l'immeuble, Marcus réveillait les enfants pour l'école. Sarah préparait ses cours. Maria commençait à préparer le petit déjeuner. Victoria sortit son téléphone et appela son avocat. « David, j'ai besoin que vous restructuriez la fondation Sterling. Une autonomie totale, dirigée par un conseil d'administration. Une fiducie irrévocable. Oui, je sais ce à quoi je renonce. C'est justement le but. » Elle pensa à son père qui lui avait appris que le pouvoir signifiait le contrôle.
Mais Marcus lui avait appris quelque chose de différent, que le vrai pouvoir signifiait élever les autres, même si cela signifiait manger sous la pluie. Emma l'avait mise à l'épreuve et elle avait réussi, non pas en résolvant les problèmes avec de l'argent, mais en les résolvant avec confiance, en choisissant la connexion plutôt que le contrôle. Le soleil montait dans le ciel, réchauffant le petit bureau où un agent d'entretien avait décidé que 47 enfants étaient plus importants que le confort, où Victoria Sterling avait appris qu'il était plus difficile et plus important d'être présente que de se mettre en avant. Elle avait du travail à faire, des papiers à classer, des conseils d'administration à créer, des avenirs à protéger. Mais d'abord, le petit déjeuner, être présente. D'abord, le lent passage de l'étrangère à la famille, un œuf brûlé à la fois. Marcus apparut dans l'embrasure de la porte. Je t'ai entendu parler à Emma. Elle m'a parlé du bâtiment et nous allons le réparer ensemble, comme il se doit. Il sourit et Victoria comprit pourquoi 47 enfants l'aimaient. Pourquoi Emma avait choisi son nom de famille plutôt que le sien. Pourquoi le sacrifice semblait être une force lorsqu'il était fait par amour. « Allez, dit-il, les enfants attendent. Victoria, merci pourquoi ? Pour avoir appris ce qui compte plus que de rester au sec. » Ils se dirigèrent ensemble vers la cuisine, vers le chaos, les toasts brûlés, et les enfants qui avaient besoin de plus qu'un milliardaire brisé pouvaient leur offrir. Mais qui pourrait accepter ce qu'elle apprenait à offrir? Pas d'argent, pas de pouvoir, juste des cadeaux, juste être là quand il était difficile d'être là.